tu es en philo, tu as une épreuve très bientôt en prépa, en cagne pour les concours, et ben je vais te donner une vidéo, cette vidéo elle est rien que pour toi, la méthode Voyoute, ma méthode qui existe depuis des années. Tu peux te renseigner sur moi, je suis Vincent Cespedes, philosophe, écrivain et professeur de philo. Tu peux aussi t'abonner, laisser un commentaire, bref, tout ce que tu veux, et m'acheter un peigne, ça sera sympa. Alors, je vais te faire une vidéo, on va prendre un sujet, je sais que vous avez la morale, l'image, bon je vais prendre un sujet qui peut un peu faire consensus, c'est juste pour vous montrer comment exploser le score en dissertation de philo avec des choses contre-intuitives. La méthode Voyoute, le but c'est de voyouter. Voyouter c'est mignon, hein. Ça veut dire arnaquer le correcteur, lui donner ce qu'il a envie d'avoir. On n'est pas du tout là dans une vraie, comment dire, démarche philosophante, même si on fait de la philo. On est là pour le bluff. Vous avez compris en classe prépa que le but c'est du bluff, c'est un exercice de pure rhétorique. Ça sert d'ailleurs pas à grand chose, si ce n'est à classer les élèves pour voir ceux qui arrivent à tenir dans une maladie mentale qui pointe son nez à chaque carrefour. Hein. Donc méfiez-vous, vous êtes en danger de maladie mentale si vous êtes en classe prépa, je le dis, c'est un scandale républicain. Mais on va pas ouvrir ce chapitre, prenez soin de vous, c'est tout ce que je vous dis. Et d'ailleurs c'est pour prendre soin de vous que je vous explique un peu cette méthode. Donc, très important, première chose très contre-intuitive, la problématique on la donne en troisième phrase dans l'intro et après on l'oublie les amis. Alors je sais que c'est à l'opposé de ce qu'on peut vous dire, nous on veut pas charmer votre professeur de l'année qui vous donne sa méthode, nous on veut charmer un correcteur qui ne vous connaît pas, voilà, donc c'est lui qu'on veut charmer et je vous jure que si vous transformez comme on le dit le sujet en problématique et qu'ensuite pendant tout votre devoir vous traitez seulement la problématique en oubliant le sujet, il y a un risque très élevé de hors-sujet ou de traitement partiel du sujet. Donc pour éviter ça, il n'y a qu'une seule solution, méthode Voyoute, c'est de toujours garder à l'esprit qu'on traite toujours le sujet, jamais la problématique. Donc on donne la problématique pour faire joli, hein, une contradiction logique entre la thèse et l'antithèse, bon, je vais vous expliquer un peu ça, et puis après on l'oublie et on répond au sujet, en reformulant le sujet dans tous les sens, sous toutes les latitudes. Ça c'est très important, quand vous avez un sujet notamment avec un mot ou un groupe de mots, par exemple avoir raison, par exemple respecter les apparences, par exemple... la puissance de l'image, voilà, un sujet comme ça, il faut évidemment trouver une thèse proche de l'opinion commune, une antithèse qui s'y oppose, et puis la problématique c'est la contradiction entre les deux, hein, tout simplement, une contradiction logique. Attention, il y en a plein qui font des problématiques en disant « mais comment peut-on faire ça alors qu'en fait on fait aussi autre chose ?» Alors ça marche pas, parce qu'on est trop au niveau de l'existence, trop au niveau du sociologique, trop au niveau du pratique. Donc une problématique ça doit être logique, la contradiction doit être un paradoxe logique, ça c'est très important, vous allez gagner beaucoup de points si vous faites ça. C'est pas du tout comment on peut faire pratiquement parce que c'est deux choses contradictoire, mais c'est comment on peut penser cette chose alors qu'elle est contradictoire. Vous voyez, on est au niveau de la définition, on est au niveau du concept et pas simplement du pratico-pratique. Donc ça c'est important. Alors, l'introduction en méthode Voyoute, elle est composée de 7 temps qui sont 7 phrases. Hein, c'est important, que ce soit au bac d'ailleurs ou à l'agrégation, c'est toujours 7 phrases, sauf qu'on peut ajouter à la fac, en prépa, en cagne, une accroche. L'accroche c'est un moment de quelques phrases courtes qui permettent de vous distinguer du paquet de copies, de montrer que vous avez un peu de culture générale, de montrer que vous pouvez, voilà, vous avez du recul et que vous pouvez un peu faire sourire le correcteur. Hein, donc, notez bien, petite astuce que je vous donne, il y en aura plein dans cette vidéo, que vous devez partager, liker, bon, je vais pas vous le redire. Vous avez compris qu'on joue avec les algorithmes, vous avez compris que mon ton est libre et donc je suis shadowban un peu partout, donc vous avez compris que vous devez m'aider à booster cette putain de vidéo et à la donner à vos amis qui galèrent aussi. Donc, petite astuce, votre accroche doit aller dans le sens de la première phrase de l'intro, qui est toujours la thèse. Hein, donc si votre thèse c'est patati, votre accroche doit parler de patati, voilà, au théâtre, dans un roman, dans la Grèce antique. Évitez de faire une accroche philosophique déjà au sens où vous citez des philosophes. Ça c'est vraiment casse-gueule. Faites une accroche plutôt littéraire, montrez que vous lisez des romans, montrez que vous connaissez l'histoire, parlez d'un fait historique, parlez d'un proverbe, parlez, voilà, un truc un peu, voilà, qui montre que vous êtes dans la bonne conscience, voilà, du philosophe qui connaît la vie et qui peut intriguer avec un truc un peu pétillant. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez votre première phrase d'intro, la vraie, c'est-à-dire la thèse. Et là, vous forgez votre thèse. Si vous avez un mot ou deux mots qui sont votre sujet, hein, sans point d'interrogation, comme c'est souvent le cas, y compris pour les oraux, hein, ce que je dis marche pour les oraux. Petite astuce d'ailleurs, si vous passez des oraux de philo, notamment à la grecque, vous avez à votre disposition de bibliothèque, ne l'utilisez pas. Vous pouvez prendre un livre ou deux pour citer un passage, ça a de la gueule, ça veut dire que vous n'avez pas peur de prendre une pensée de Pascal que vous avez retrouvée dans le livre, mais n'utilisez pas ça pour préparer, vous concentrez sur la méthode Voyoute, comme si vous aviez, votre épreuve principale, 7 heures de temps, bon là vous aurez 5 heures peut-être, mais vous faites une vraie disserte, en fait, vous rédigez une disserte en 5 heures. Hein. Ne vous perdez pas dans les livres, j'en sais quelque chose les amis, ayant été admissible 5 fois à l'agrégation, et ayant fait cette erreur systématique, en plus d'autres erreurs, donc ne vous perdez pas dans les livres à essayer de faire votre disserte avec des livres. C'est pas du tout le bon plan. Hein. Donc les amis,
Le timing, très important, vous devez avoir un timing, vous divisez votre temps d'épreuve en 12 sections, c'est simple, hein, 12 sections. Alors si vous avez 4 heures d'épreuve comme au bac, c'est des sections de 20 minutes, si vous avez 5 heures de 25 minutes, si vous avez 6 heures d'épreuve de 30 minutes, et si vous avez 7 heures d'épreuve de 35 minutes. Donc l'agrégation 7 heures d'épreuve, eh bien chaque section c'est 35 minutes. Alors de quoi sont composées ces 12 sections? C'est très facile, il y a une première section, vous regardez le sujet, vous le recopiez sur vos pages de brouillon systématiquement, parce que c'est lui qu'on va traiter, et vous commencez à balancer tout ce que vous pouvez dire, les références, les citations, les concepts, les distinctions conceptuelles, les ouvrages, les films, bon, évitez, mais vraiment s'il y a un film qui vous semble super, vous pouvez vous permettre ça une fois, mais un vieux film consensuel, mais voilà, surtout un petit romancier dans les philosophes, ça peut faire du bien, très important, vous balancez tout ce que vous avez, et bien sûr dans la méthode Voyout, vous avez aussi des références, là je parle au bachelier, et là vous pouvez bien sûr les mettre sur ce brouillon, donc vous balancez tout, vous mettez bien sûr donc ce timing, donc la première section, 20 minutes si vous avez 4 heures ou 35 minutes si vous avez 7 heures, c'est je mets tout pour rien oublier. Vous pouvez bien sûr revenir là-dessus pour remettre des choses en cours de rédaction. La deuxième section, c'est l'introduction. Il faut la faire au brouillon et la recopier. Attention, ça va vite. Vous pouvez un peu gratter du temps sur la première section. L'introduction se fait au brouillon, c'est le moment clé, je vais vous apprendre à la faire, hein, cette phrase précise comme je vous ai dit, une accroche possible, donc elle se fait au brouillon, et dès que c'est fini le brouillon, vous la remettez au propre, et vous en profitez pour peaufiner, hein. Mettre au propre, c'est pas juste recopier, c'est se dire, est-ce que cet adverbe il est bien, est-ce que je peux pas ajouter une parenthèse, une virgule, un point virgule, un tiret, voilà, vous peaufinez la chose. Ensuite, les sections suivantes, les 9 sections suivantes, on était à la deuxième section, donc la section 3 jusqu'à la section 11, eh bien ce sont vos sous-parties, il y a 9 sous-parties dans une dissertation, 3 grandes parties divisées en 3 sous-parties chacune. Hein, donc ça nous fait des sections de 20 minutes pour le bac, de 35 minutes pour l'agrégation, à vous de voir combien vous avez. Et là, vous avez, alors, vous mettez une sorte de sablier, hein, une sorte de trait dans la marge que vous divisez comme un thermomètre, vous remplissez les choses, et puis au fur et à mesure, votre plan, c'est dans ce canevas que vous allez mettre les idées, et vous n'êtes pas obligé, très important, d'avoir votre plan à l'avance. Ce dont vous avez besoin, c'est votre première partie à l'avance. Ça, il faut l'avoir, parce qu'il faut savoir où on va. Mais le reste, vous allez le remplir au fur et à mesure. C'est une deuxième astuce en or que je vous donne. On ne rédige pas le plan d'un trait, on avance et on rédige en avançant. Cette page de plan, c'est une de vos pages de brouillon, tout doit tenir dans une page, vous la mettez et puis vous complétez ah tiens, en grand 3, je vais changer, je vais pas mettre Lévinas, je vais mettre Foucault. Et vous changez ça sur votre brouillon. Hein. Donc à partir de l'intro, tout doit être rédigé directement sur votre copie, de préférence au stylo plume à l'encre noire, pour plein de raisons. On fait plus gaffe parce que ça s'efface plus difficilement que l'encre bleue, donc on a une microseconde d'hésitation à chaque mot, c'est plus mature, c'est classe, bon c'est la classe quoi. Hein. Donc à vous de voir votre matos, hein, c'est barre de céréales, des boissons qui vous énergisent, voilà. Donc votre matos c'est bien sûr une règle parce qu'on souligne les ouvrages et bien sûr les mots étrangers, latin, grec et autres à la règle, hein, sans mettre de guillemets. Hein, on met pas de guillemets pour les ouvrages, on souligne à la règle, ça c'est important, donc on a une règle. On a un blanco ou un correcteur parce que l'encre noire, bah il faut quand même parfois effacer, et puis dessus il faut écrire au stylo bille noir parce que le stylo plume sur du correcteur, sur du ruban correcteur, c'est pas génial. Hein, donc ça fait partie du matériel. Vous avez un réveil matin digital que vous mettez devant vous à 00.00, c'est-à-dire dès que l'épreuve commence, vous mettez votre réveil à 0 et votre temps, c'est votre propre temps, c'est le temps de votre réveil matin, hein, de votre réveil digital, ça coûte rien aujourd'hui, trouvez ça. Et ça c'est important, c'est pas le temps de la salle d'examen, donc comme ça vous pouvez vraiment gérer vos 35 minutes et avoir tout à fait le timing très clair sur votre copie. Et devant vous avec le réveil. Évitez qu'il sonne s'il vous plaît. La 12e section, c'est la conclusion, qu'on rédige directement sur la copie. Hein, la conclusion, donc, c'est la 12e section. Important, bien sûr, parfois, il y a des phrases délicates, notamment les dernières phrases de toutes vos sous-parties, qui sont des punchlines, qui répondent au sujet de façon variée, en reformulant le sujet à chaque fois, mais qui doivent claquer. Alors, ces phrases-là, les dernières phrases de toutes vos sous-parties, vous pouvez les faire au brouillon. Il y a réservez-vous une page brouillon pour les punchlines, et puis là, vous les faites évidemment au brouillon, pour que ça soit joli. Et si vous avez quelques phrases techniques, vous pouvez bien sûr les faire au brouillon. Sinon, à part l'intro, on rédige tout directement sur la copie. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va se lancer, les amis, dans l'introduction. Hein. Donc, je vous ai parlé de la phrase d'accroche. On va prendre un exemple, faire bonne figure. Voilà, une expression comme ça, faire bonne figure, à la fois morale, à la fois un peu l'image, hein, vous avez les deux thèmes, assez moral comme sujet. Faire bonne figure. Donc voilà, alors quand on a le sujet, on essaie de voir tout de suite comment on pourra trouver voilà une thèse et une antithèse. Vous avez un peu besoin de ça, mais surtout le plan, quand vous avez que des mots, le plan, eh ben, il est toujours le même. Ça, je vous le livre vraiment, c'est le grand pivot de la méthode Voyout, qui révolutionne d'ailleurs l'épreuve de dissertation. C'est grand 1, nature, grand 2, existence, grand 3, valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Grand 1, nature, c'est le définitionnel, c'est le conceptuel, c'est qu'est-ce que ça signifie. Hein, on est dans la signification des mots, et puis des mots qui se rapprocheraient, mais
qui sont distincts. Enfin, vous savez quand même tambouiller conceptuellement, vous faites ça. Le grand 2, c'est existence. Comment la chose que l'on traite existe dans le monde. C'est le côté un peu sociologique, anthropologique, c'est le côté cas de figure. Voilà. Concrètement, pratiquement dans le monde, comment ça se passe. Et puis le grand 3, valeur. Qu'est-ce que ça vaut? Les limites, les nuances, les subtilités et surtout, on va dire, l'éthique. Hein. L'éthique. Donc ça, c'est vos 3 grandes parties. Que le sujet, on puisse répondre par oui ou par non. Donc des questions fermées. Ou qu'on ne puisse pas, des questions ouvertes ou des mots ou des groupes de mots. C'est toujours le même plan, nature, existence, valeur. Gardez-le en tête, c'est super simple. En fait, vous avez vu, c'est une ouverture. On commence par, on a une loupe et on regarde le sujet à la loupe, nature. Ensuite, on regarde un peu le sujet, comment il va avec d'autres choses du monde, existence. Et puis ensuite, que vaut le sujet dans l'ordre des idées en comparaison avec une vie bonne, avec la philosophie, avec la dignité humaine, avec la tolérance. Bon. Et donc là, on est dans valeur. Hein. On s'ouvre, c'est une ouverture. Alors bien sûr, si votre sujet, on peut répondre par oui ou par non pour les questions fermées, il est évident que vous faites grand 1, oui, grand 2, non, grand 3, oui, mais ça n'empêche pas le nature, existence, valeur. Ou l'autre plan possible, si on peut répondre par oui ou par non, grand 1, non, grand 2, oui, grand 3, oui. Non, mais... D'accord, donc ça c'est vraiment très important. Ça vous semble peut-être, comment dire, simpliste, mais je vous jure que ça marche. Voilà, petit clin d'œil, c'est Jean-Luc Marion, quand je préparais l'agrégation, qui a cité de façon provocante dans sa leçon générale ça. Il y a que 2 plans possibles, 1, oui, 2, non, 3, oui, mais, ou 1, non, 2, oui, 3, oui, non, mais. Voilà, donc il provoquait, moi je l'ai pris au pied de la lettre et ça a très bien marché. J'ai eu des 14 à l'agrégation à l'écrit, donc voilà, faites-moi confiance, ça marche. Je suis rodé à l'exercice, ayant aussi enseigné et étant maintenant philosophe, donc ayant une carrière de philosophe, j'utilise toujours ces techniques-là. Voilà, donc les amis, donc vous comprenez bien, si le sujet, on peut répondre par oui ou par non, on commence par le oui ou par le non en fonction du sujet, en fonction de là où on veut arriver. Hein, c'est toujours votre 3e partie qui sert finalement de boussole. Si vous voulez répondre au sujet, un non, mais c'est plus compliqué, mais c'est plus subtil, mais il y a des limites, mais il faut bien le comprendre. Hein, le mais est toujours quelque chose qui va évidemment nuancer la thèse. On ne peut pas être radical dans le grand 3 en philo. Par contre, il faut répondre au sujet. Donc c'est pas un dépassement, c'est pas une synthèse. Tout ça c'est de la foutaise, hein, thèse, antithèse, sous-thèse. Non, c'est thèse, antithèse, thèse nuancée. Donc vous choisissez votre thèse nuancée. Hein. Si vous sentez que c'est un non-mais voilà, qui répondrait idéalement pour vous au sujet, surtout pour les sujets qui ont des restrictions internes, avec des petits mots comme jamais, comme toujours, comme uniquement, obligatoirement, nécessairement, suffit-il que... Hein, tous ces sujets, c'est en général du non-mais la fin. Hein. Suffit-il de dire la vérité pour être moral? Bah non, en fait, on sent bien que ça va être non. Hein. Suffit-il nous engage à répondre non. Faut-il toujours dire la vérité? Le toujours nous engage que ça va être plus compliqué que ça. Donc dès qu'il y a des restrictions dans le sujet, en général, le plan c'est non, oui, non, mais. Sinon, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Non, oui, non, mais, oui, non, oui, mais. Voilà, donc ça c'est un plan qui permet de répondre aux questions fermées, mais ça n'empêche pas le plan grand 1 nature, grand 2 existence, grand 3 valeur. Donc vous avez un plan mixte pour les sujets fermés, avec des questions fermées, c'est-à-dire grand 1 je dis oui et c'est la nature, grand 2 je dis non et c'est l'existence, grand 3 je dis oui mais c'est plus compliqué et c'est la valeur. Vous voyez, vous plaquez les deux comme 2 calques, mais le calque profond, permanent, c'est nature, existence, valeur. Voilà, alors c'est pas mal de savoir ça parce que ça permet 2 choses, ça permet de remplir au fur et à mesure votre plan au fur et à mesure de votre rédaction, parce que vous savez grosso modo que s'il y a un truc de la valeur, bah, c'est au grand 3, s'il y a un truc qui parle d'existence, de sociologie, tout ça, c'est au grand 2. Hein. Et puis la deuxième chose, ça permet de faire une annonce du plan. Hein. 7e phrase de l'introduction, l'annonce du plan, qui doit être évasive, il faut pas spoiler votre copie. Bah, en fait, vous savez grosso modo, nous verrons la nature du truc, ensuite nous verrons l'existence du truc, ensuite nous verrons la valeur du truc. Donc c'est très pratique d'avoir ce plan unanime. Voilà, allez, on se lance dans l'intro les amis, voilà le sujet, faire bonne figure. Hein. Je balance tout ce que j'ai sur bonne figure. Ensuite, je commence à construire mon intro, phrase d'accroche, je verrai bien un truc où on parle d'Athènes, voilà, la bonne figure dans l'agora, hein, c'est à la fois social, voilà, et je vais vous lire une intro, alors j'ai bossé pour vous, hein, voilà, je vais vous lire l'intro modèle que j'ai pu faire selon mes moyens, bien sûr, encore une fois, vous le savez, il n'y a pas de modèle, vous pouvez tordre le sujet comme vous voulez, tant que vous respectez ce que je vous dis là, et ça reste créatif, notamment au niveau Cagne, prépa et école normale. Alors voilà, je vous lis ça, je vous l'affiche sur l'écran, phrase d'accroche, sur le parvis du théâtre de Dionysos, à flanc d'Acropole, les citoyens d'Athènes venaient juger des tragédies sans mot dire. Mais celui qui montait sur scène, masqué, portait la responsabilité d'émouvoir, de convaincre, d'instruire. Faire bonne figure, c'était plus qu'une politesse, c'était une obligation civique. Voilà, là vous avez une très belle accroche. Vous avez vu, la phrase est longue, il y a 2 phrases d'ailleurs. C'est une très belle accroche. Je montre que je suis un peu littéraire. La phrase d'accroche, faut un peu waouh, hein, choisissez bien vos mots, ça se fait au brouillon encore une fois. Je montre que je connais l'histoire. J'ancre la question quelque part dans du vrai, dans du réel. Ça s'appelait énormément. Hein, c'est pas un mec qui va partir dans une cérébralité dégénérée. Et puis voilà. Et évidemment, vous allez voir, ça va directement dans ma première phrase que j'appelle la première phrase, c'est-à-dire le premier temps obligatoire de l'introduction, à savoir la thèse. Vous allez voir, ça s'enchaîne. Voilà, je vous mets ça. Et la thèse.
Nous pensons volontiers, donc ça c'est l'opinion, hein, nous pensons volontiers que faire bonne figure est un signe de force. Celui qui garde contenance, vous avez vu, je reformule le sujet, hein, celui qui garde contenance, même dans l'adversité, témoigne d'un courage discret, d'un respect des formes, d'un contrôle de soi valorisé socialement comme marque d'élégance et de dignité. Alors là, franchement, la thèse elle est simple, hein, c'est bien de faire bonne figure, maîtrise de soi, on est, voilà, donc c'est assez simple. Hein. Évidemment, je vais casser tout ça dès la deuxième phrase, comprenez bien, quand je dis deuxième phrase, je parle pas de l'accroche. Hein. Donc, première phrase, je pose une thèse. L'accroche était dans le droit fil de la thèse. Deuxième phrase, je vais évidemment montrer l'inverse. Hein, vous êtes d'accord, hein, il faut montrer l'antithèse. On va appeler ça l'antithèse. D'accord? Donc, vous avez vu, c'est des phrases longues. Je reformule le sujet. Je trouve des mots qui définissent, mais je ne définis pas de façon brute. C'est une troisième astuce de cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait on reformule et ça donne un effet de définition sans dire nous définissons par bonne figure de points ou généralement nous entendons par bonne figure. Alors ça vous évitez, ça fait bébé, hein, tout simplement. Et n'oubliez pas qu'à la fac, en prépa en Cagne, vous devez montrer une maturité presque de collègue. Vous devez être le collègue de vos professeurs. D'ailleurs je vous conseille de très vite arriver à les tutoyer, à être sympa avec eux, vous risquez de les retrouver dans les concours, autant être un peu pote, hein, tout simplement. Ça joue énormément les amis. Pour ça il faut que vous ayez un entre-gens particulier, soyez pas excentrique, soyez pas un peu, comment dire, marginaux dans votre attitude, faites-moi confiance, là aussi j'ai de la bouteille, il faut être un peu bourgeois bon teint, hein, bourgeois bon teint c'est important, voilà, élégant, sympa, gentil, drôle, hein, mais évitez tout ce qui est un peu marginalisé socialement, c'est aussi, bon je vais pas vous faire mon Pierre Bourdieu, mais c'est aussi un système de reproduction sociale, hein, et sachez-le, vous êtes là-dedans hein, les gars, donc voilà, moi je suis un peu une figure iconoclaste, mais c'est quand même un truc de reproduction sociale plus, donc bah jouez le jeu, si vous voulez avoir l'agrégation, jouez le jeu, notamment à l'oral, mais jouez le jeu en amont, ça se prépare en amont, parce qu'il vous a vu en école normale, c'est un avantage par rapport à la fac, évidemment, vous le savez bien, au niveau de la, comment dire, du prestige social. Si vous êtes, voilà, si dit, ah, c'est un étudiant que j'ai eu à l'ENS, ah oui, je le connais bien, ah, on a sympathisé ensemble, bah, vous gagnez des points tout simplement. Vous devez être le futur collègue, hein. Donc, c'est très important, il faudrait que je fasse une méthode voyou de l'abord, du charmage, du charmage de professeur qui risque d'être mon examinateur à l'agrég. Mais, tous savent très bien ce que je dis et je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est très important. Surtout si vous êtes fils de prolo, fils d'ouvrier, pas du tout bourgeois dans votre éducation. Alors, je vous dis pas de faire semblant, hein, soyez vous-même. Mais, ça vous empêche pas d'être courtois et d'être très charmant. Et puis, voilà, c'est important. Et ayez l'entre-gens. Peut-être que les fils de Bourges, excusez-moi, je parle comme ça, mais bon, vous avez compris. Les fils de Bourges, et je vous aime, hein, auront beaucoup plus de facilité à tutoyer un professeur. Si vous venez d'une classe sociale où c'est plus compliqué, voilà, bah il va falloir vous aider. Il va falloir, il y a peut-être des astuces. Vous allez devoir trouver cet entre-gens qui permet de se mettre pote avec ses profs. Hein, c'est très important. Petite parenthèse refermée. Vous avez compris que là, on va aller dans l'antithèse. Alors je vais vous la lire. Ça commence donc par un mot qui va contredire ce qu'on vient de dire. Donc pourtant, toutefois, néanmoins, voilà. Évitez le mais c'est pas ça. Hein, non, c'est pas... Pourtant c'est bien. Là j'ai fait, regardez, un petit cependant. Hein. Donc cependant, cette exigence de maîtrise, je reformule à nouveau, peut être aussi perçue comme une injonction hypocrite. Elle impose de dissimuler ses émotions, de jouer un rôle contre son gré, et parfois même de mentir sur ce qu'on est ou ce qu'on ressent, comme si la vérité devait toujours céder devant la façade. Hein. Donc regardez encore, phrase longue, j'utilise les deux points, j'utilise les tirets pour justement étendre ma phrase, expliquer, pas des phrases sèches, pas des trucs comment dire modernes où on fait des petites phrases courtes. Non, on explique, mais ça doit être élégant. Il faut pas non plus que ça soit rallonge et on doit garder le fil. Hein. Donc ça se travaille, hein, mais c'est vraiment des phrases, encore une fois, au brouillon, donc vous les travaillez bien. Donc là, on a dit, grosso modo, on a dit, premier temps, c'est important de faire bonne figure, c'est sympa. Et deuxièmement, eh bien évidemment, ça peut être aussi une injonction hypocrite. Vous voyez la tension qui se dessine. Voilà, il y a une aliénation dans faire bonne figure et à la fois c'est absolument nécessaire. D'où la problématique. Voilà notre troisième phrase. La problématique qui commence en général par dès lors, comment a alors que non a, comment thèse alors que antithèse, simultanément bien sûr. Mais n'oubliez pas, contradiction logique. Voici la problématique. Dès lors, comment une figure censée être bonne peut-elle simultanément se donner comme marque de sincérité et fonctionner comme masque de l'insincérité sans sombrer dans une contradiction logique où la représentation annihile son propre sens. Alors là, c'est très, vous avez compris, hein, ça doit être mindfuck. Hein, encore une fois, après, vous vous en débarrassez. Hein. Vous faites semblant de... En fait, c'est ça l'astuce de la méthode voyou. Et ça, c'est indétectable. Hein. Au détecteur de mensonges, ça passe. Hein. Le correcteur n'y verra que du feu, je vous le garantis, même si là, le correcteur qui écoute la vidéo doit être en train de râler, en train de dire « Mais non, c'est pas du tout ça ». Mais en fait, il se fera avoir. Hein, comptez sur moi. La méthode voyou, c'est pour ça que les profs sont assez remontés contre moi quand ils sont pas voyous eux-mêmes. C'est-à-dire coquins, filous, et un peu irrévérencieux envers la philosophie. Ce qui est, évidemment, selon le vœu de Pascal, philosopher vraiment, hein, se moquer de la philosophie. Mais s'il est un peu premier degré, le professeur il râle, mais en fait il se fera avoir. Hein, ça se donnera objectivement une très bonne copie. Vous devez évidemment à chaque fois
faire semblant que la problématique elle est centrale pour vous, elle est mindfuck, hein, y a une contradiction logique dans l'expression même, c'est pas dans le comment on fait, c'est dans le comment on définit. Hein. Et puis après vous allez poser des questions, 4e phrase, 5e phrase, pour couper l'herbe sous le pied de la thèse et de l'antithèse. C'est-à-dire que je monte une thèse, opinion. Je montre une antithèse, le contraire. Je dis comment, problématique, c'est à la fois la thèse et l'antithèse. Et ensuite, 4e phrase, je dis mais la thèse, elle marche pas. Et ensuite, 5e phrase, je dis mais l'antithèse, elle marche pas. Hein, donc je coupe toutes les issues. Et après, 6e phrase, l'enjeu, je vais foutre le feu. Je pose une question complètement dingue. Je bloque toutes les issues possibles. On peut pas répondre par la thèse, on peut pas répondre par l'antithèse. Et ensuite, je fous le feu, c'est-à-dire il faut répondre. Il est urgent de répondre, c'est crucial pour telle et telle raison. C'est la 6e phrase, c'est l'enjeu. Et 7e phrase, j'annonce le plan. Voilà votre introduction. Je vous montre ce que j'ai rédigé pour vous. Que je viens de faire hein, dans la foulée. Hein. On y va. Donc, on était donc à la problématique et ensuite, maintenant, on va fermer la thèse. En effet, si faire bonne figure revient à s'efforcer de paraître convenable, alors même qu'on ne l'est pas, n'est-ce pas confondre l'apparence du contrôle avec sa réalité et substituer au vrai un artifice périlleux, point d'interrogation. Donc, thèse qui disait c'est bien, mais tu dis mais ça va pas la tête. Non, c'est pas bien du tout, hein, tout simplement. Hein. Donc, je montre que la thèse, elle nous envoie dans le mur. Hein. Il y a une contradiction morale, ça marche pas, ça va pas. Il y a rien de bon là-dedans. Hein, vous voyez. Maintenant, je fais pareil, avec un petit mot comme inversement, mais au contraire. Maintenant, je m'attaque à l'antithèse et je vais la défoncer. Je défonce la thèse, je défonce l'antithèse. Hein. Et tout ce que je dis est valable pour le bac aussi. Hein, c'est la même intro. Hein. Donc, inversement, si refuser de faire bonne figure signifie tout montrer, tout dire, tout laisser paraître, ne court-on pas le risque d'imposer aux autres un spectacle brut qui offense, déstabilise ou écrase ? Hein, c'est bien. Vous avez vu cette succession de verbes qui montre que je vois l'ampleur du sujet sans jamais définir. Je fais que définir sans définir. C'est ça l'art de votre copie. Hein, votre copie, jamais vous allez poser « nous définition ». Le mot définition ne doit pas apparaître dans votre copie. Hein. Par contre, vous n'arrêtez pas de définir, de redéfinir et de ce qu'on appelle conceptualiser. Je vous rappelle qu'une note sur 20 en philo, selon mon critère, mais je vous jure qu'il marche très bien, c'est 20 points hein, sur 20. Il y a 6 points pour l'argumentation. Donc vous devez montrer que vous raisonnez, vous argumentez, vous faites des déductions, vous faites des hypothèses, vous tirez des conclusions, vous faites des objections, donc c'est l'argumentation, 6 points. Ensuite, vous avez 5 points pour la problématisation. Vous devez poser des questions, trouver des problèmes. Bien sûr, tout ça c'est du bullshit, vous ne faites que répondre au sujet. Mais en l'occurrence, le sujet n'a pas de questions, donc vous devez créer les questions du sujet. Hein. Mais vous devez donner, j'y arrive, l'impression d'une problématisation constante, hein, d'une prise de tête constante, d'une remise en question, notamment aux 2 moments de transition de votre devoir, le début du grand 2 petit a, le début du grand 2 petit du grand 3 petit a. Hein. À chaque fois qu'on passe à une nouvelle partie, eh bien on doit faire une transition qui remet en question ce qu'on vient de dire hein, pour passer à un autre rôle rhétorique. Donc ça c'est important, sur 5 points la problématisation. Sur 4 points vous êtes noté sur la conceptualisation. Hein, 6, 5, 4, 3, 2, vous allez voir. Hein. Conceptualisation, comment vous vous bataillez avec les mots, comment vous faites des distinctions, utilisez les repères, des couples logiques qui permettent de distinguer les choses. Immédiat, médiat, chaud, froid, subjectif, objectif, intérieur, extérieur, finalité. Et bon, vous trouvez des couples comme ça d'opposés, ce qu'on appelle les repères, et vous pouvez après dire, bah, y a plusieurs sortes de bonnes figures. Il y a la bonne figure par exemple contingente, et la bonne figure nécessaire. Vous voyez, c'est comme ça qu'on conceptualise. Et petite astuce, je crois que c'est la 4e, il y a trop d'astuces dans cette vidéo, c'est la folie. Petite astuce, vous devez renommer, retrouver un mot quand vous dites, par exemple, il y a la bonne figure contingente opposée à la bonne figure nécessaire. Bah, qu'est-ce que c'est la bonne figure contingente hein? Peut-être que la bonne figure contingente de circonstances qui pourrait ne pas être, ben je sais pas, moi c'est la politesse, hein, peut-être. Alors que la bonne figure nécessaire, bah on est plus dans la stratégie, et donc là c'est plutôt, comment dire, la filia par exemple, la bonne figure nécessaire, parce qu'on appartient à la même cité et qu'on appartient au même monde. Je dis n'importe quoi, hein, mais vous comprenez, vous rebaptisez la bonne figure dans un sens et dans un autre, en l'ayant divisé en deux par un couple, ou même des fois c'est des trios, hein, universel, singulier, particulier, identité, égalité, différence, hein, ça peut être des trios. Hein. Je peux vous le faire, hein, la bonne figure du point de vue de l'égalité, du point de vue de l'identité et du point de vue de la différence. Je sais pas du tout ce que ça donnera, mais vous pouvez faire ça. Ça c'est des distinctions conceptuelles, je viens de vous résumer ça en 1 minute, mais c'est de la bombe atomique dans vos copies. Et puis ensuite vous avez sur 3 points la structuration de votre devoir. Donc structuré, c'est-à-dire 3 parties, 3 sous-parties, une intro. N'oubliez pas un alinéa à chaque début de grande partie, intro, grand 1, grand 2, grand 3 et conclusion. Vous sautez une ligne, vous mettez un alinéa décalé de la marge de 3 carreaux. Par contre, les sous-parties, elles sont collées, mais vous allez à la ligne à chaque fois, mais c'est collé à votre grande partie. Hein. Donc ça, c'est la structuration. Est-ce que il y a tout ce qu'il faut où il faut. Et puis, il y a 2 points, c'est la présentation. Hein. Voilà, l'orthographe, bien sûr, l'élégance du style aussi, comment c'est présenté. Alors, c'est pas pareil. Structuré, c'est vraiment le
le plan et l'organisation des idées, hein, ne pas faire des choses, ne pas revenir en arrière, ne pas se redire, se répéter. Et présentation, bah, c'est à la fois l'élégance de la langue dans son côté style, l'orthographe éventuellement, l'écriture éventuellement, si c'est pas informatisé, voilà, faut que ça soit lisible, bah ça joue. Donc voilà un peu le barème CESPEDES, et je vous promets que si vous l'avez dans la tête, vous comprenez un peu la hiérarchie des critères et de leur importance. Sur 6, l'argumentation, sur 5, la problématisation, sur 4, la conceptualisation, sur 3, la structuration, sur 2, la présentation. Gros clin d'œil aux professeurs de philosophie qui voudraient utiliser ce barème. Moi, je demandais à mes élèves, quand ils me rendaient la copie, de préparer ce barème pour qu'ils l'aient bien en tête, et puis moi, ça me facilitait, et je donnais des points de voilà 0,5 en présentation, 2 sur 4 en conceptualisation, bref, je n'avais qu'à remplir, et du coup, la note était détaillée, ce qui évitait de faire du blabla, parce que les élèves, ils comprennent très bien le barème chiffré, mais le blabla, bon, c'est bien, il faut en mettre, mais ça, on retient mal. Par contre, quelqu'un qui se tape 0 sur 4 en conceptualisation, je peux vous dire qu'on a compris qu'il va falloir augmenter le truc. Et du coup, l'élève, au lieu de dire « ouais, j'ai pas compris », il va dire comment on fait pour conceptualiser. Et ça y est, vous avez gagné. Si elle a compris que le trio gagnant d'une copie de philo, c'est argumenter, problématiser, conceptualiser, bon, bah déjà, c'est très pédagogique. Donc, gros clin d'œil. Je vous le donne, c'est gratuit. Je l'ai composé en étant prof et ça a très très bien marché. Je l'ai donné à tous mes collègues et n'hésitez pas à l'utiliser. C'est marque déposée, mais je me ferai pas d'argent là-dessus. Votre abonnement suffira. Et un petit commentaire de gentillesse en bas. Et ouais, je suis un affectif, qu'est-ce que vous croyez? Donc là, vous comprenez, j'ai fermé les issues. J'ai fermé la thèse, j'ai fermé l'antithèse, il faut maintenant que je mette le feu à la baraque. Et le but, c'est comment va-t-on en sortir alors que toutes les issues sont bouchées? Voici maintenant l'enjeu, ce qui se joue alors. Hein, donc l'enjeu classiquement, c'est cette question est d'autant plus cruciale qu'il va falloir qu'on réfléchisse à, enfin voilà, des phrases comme ça. Donc voilà comment j'ai formulé pour faire bonne figure. Ce qui se joue alors dans cette expression anodine, c'est bien plus qu'une politesse ou un réflexe social, c'est la tension entre le devoir d'être lisible et celui de rester soi, entre l'impératif d'image et la quête de vérité intérieure, une tension qui traverse tout rapport humain. Bon, voilà. Alors oui, j'ai un super niveau les gars, pas besoin de le souligner, mais je peux m'auto-kiffer là un peu. Voilà, un petit auto-kiffage, ça fait pas de mal. Je fais ça parce que je veux que vous vous auto-kiffiez quand vous rédigez votre dissertation. Hein, faut se dire, waouh, je suis fort, je suis bon, c'est cool. Faut être dans des vibes positives. Voilà, donc vous avez vu l'enjeu. En fait, on dit juste que c'est important, hein, mais vous le formulez bien en montrant toujours que vous avez compris tout le sujet sans être scolaire. Et enfin vient l'annonce de plan. Elle est très importante, il faut la faire. Il y a des profs qui disent non, il faut pas la faire, mais ils sont rares. Et en général, quand on l'a fait, ils ne nous sanctionnent pas. Alors que si un prof attend une annonce de plan et qu'elle n'est pas là, il va nous sanctionner. C'est ça la méthode Voyout. C'est statistique. On veut plaire à tout le monde. Hein. Donc on fait l'annonce de plan parce que ça rapporte des points et ça ne fait pas perdre de points. Bah, l'annonce de plan, c'est nature, existence, valeur. Hein. Dans un premier temps, nous allons voir la définition de, ensuite on va réfléchir comment la chose bouge dans la société, machin, et ensuite on va voir l'éthique, les valeurs, les limites, machin. Hein. Je vous le fais comme ça, mais c'est un peu la même chose. Alors, évidemment, vous ne dites pas nous verrons que, hein, parce qu'on ne sait pas, ne spoilez pas. Vous montrez les tiroirs, vous montrez pas ce qu'il y a dans les tiroirs. Hein. Le tiroir du grand 1, du grand 2, du grand 3, voilà, mais on montre pas ce qu'il y a dedans, c'est très important. Donc voilà ce que ça donne, je vous ai fait le truc, faire bonne figure. Et donc, on y va. Nous tenterons parce qu'on est modeste, hein, nous tenterons d'abord de comprendre ce que signifie vraiment cette figure à bien faire en tant que construction culturelle et sociale. Puis nous verrons, parce que je suis obligé, important, là, bien sûr que c'est la nature, mais là, faire bonne figure, c'est forcément social. Donc on n'est pas dans l'existence, le grand 2, c'est-à-dire comment la bonne figure vit dans le phénomène humain. Mais on est quand même dans un truc social, faut le mentionner quand même. Hein. Donc, je reprends, en tant que construction culturelle et sociale. Puis, alors vous avez vu le point virgule, hein, il est bien placé. Puis nous verrons comment cette exigence se manifeste dans nos expériences concrètes, ça c'est l'existence, de la sphère intime aux interactions publiques, point virgule, avant d'évaluer enfin si cette contrainte de paraître peut nourrir une forme de sagesse ou s'avérer destructrice pour la sincérité et la liberté. Vous avez vu, je ne spoil pas, il y a un fort parfum d'enjeu, il y a un fort parfum de on sait pas trop, mais va falloir savoir. Hein, ça c'est vraiment le ton de toute votre dissertation. Ça va être compliqué les gars, mais faut y aller, c'est passionnant, c'est intéressant, waouh c'est compliqué, waouh il faut revoir ce qu'on avait dit. Hein, toujours l'idée que c'est un parcours du combattant. C'est à vous de le créer ce parcours du combattant. Mais on veut pas un truc rectiligne et facile. On veut que vous vous mettiez dans la difficulté pour pouvoir héroïquement en sortir. Ça, je vous ai dit vraiment la phrase slogan de la dissertation, quel que soit le niveau d'ailleurs, en philosophie. Ensuite vient le plan. Les amis, si vous êtes en prépa, en cagne ou pour les concours, le plan c'est 9 auteurs. Point final. Les amis, arrêtez de négocier. Vous devez balancer 9 auteurs. 1 par sous-partie. Ça n'empêche pas
de donner des exemples, de parler de films, de parler de ce que vous voulez en fait, hein, mais de parler d'expressions idiomatiques que vous analyseriez, de parler, je sais pas, mais 9 auteurs. 9 auteurs, alors, il faut prendre des classiques attendus, vous les connaissez par cœur, hein, Kant, Spinoza, Nietzsche et tout ça. Donc ça, c'est 6 auteurs sur les 9, hein, grosso modo. Hein. Et puis 3 auteurs un peu plus sexy, un peu plus modernes, un peu plus... Ah oui, alors ça peut être des auteurs du XXe siècle, après-guerre, donc ça c'est un peu coquin. Hein, vous citez Lévinas, là on attend bien du Lévinas dans ce sujet, Foucault, voilà, ça c'est un peu osé, hein, mais vous le faites. Vous pouvez citer un romancier, voilà, ça c'est très bien, du Kafka, là, j'ai fait, Dostoïevski, voilà, ça vaut un auteur. Hein. On n'est pas, quand je dis 9 auteurs, c'est pas forcément 9 philosophes. Mais grosso modo, il y a au moins 6 bons gros philosophes canoniques et 3 qui sont peut-être moins connus, qui sont peut-être des écrivains, qui sont peut-être des, voilà, Fernando Pessoa, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est très important. Une sous-partie doit être appuyée par une référence. Hein. Alors vous la balancez pas comme ça, vous l'amenez, vous la problématisez, elle doit arriver, vous devez l'expliquer, vous devez connecter au sujet, vous devez tirer les fruits de votre référence. Je crois que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça s'appelle argumenter. Donc on cite 9 auteurs quand on est au niveau fac, prépa, cagne, concours. Hein, ça c'est important. Alors au début, je vous ai dit, on balance un peu le définitionnel. Hein. La nature, donc voilà ce que j'ai trouvé, mais encore une fois c'est à titre d'exemple. Moi je commencerai en disant ce que faire bonne figure signifie. Grand 1, petit a, l'image sociale comme masque de la civilité. La première intuition qui surgit face à cette expression est son lien avec les normes de comportement imposées par la vie en société. Faire bonne figure, c'est offrir un visage rassurant, maîtrisé, acceptable. Chez Pascal, dans les pensées, vous allez retrouver le fragment. N'oubliez pas de citer l'éditeur, hein, Brunswick ou Lafuma, mais précisez bien. Chez Pascal, dans les pensées, cette nécessité de composer avec les autres est décrite comme un fondement de la vie en commun. Le moi est haïssable, dit-il, car il exhibe sa singularité. L'homme poli, au contraire, s'efface derrière un visage neutre, convenable. L'image devient alors un outil de pacification. Ainsi, l'exigence de faire bonne figure inaugure une tension fondamentale, vouloir être vu sans déranger, reconnu sans s'imposer. Ça, cette dernière phrase, c'est ce que j'appelle une punchline, c'est-à-dire une réponse très précise au sujet, mais un peu chiadée, un peu jolie, qui claque bien, et qui vraiment montre comment vous avancez. Hein. Et encore une fois, c'est le sujet que l'on traite dans chaque punchline. Donc ça, c'est important. Le style qui est utilisé là, c'est vraiment le style que vous devez avoir. C'est élégant, on choisit bien les mots, on en met plusieurs si besoin. Voilà, c'est littéraire, mais pas trop. C'est pas emphatique, c'est pas trop rhétorique. Alors bien sûr, ça c'est un canevas, hein, c'est pas du tout votre sous-partie, mais tout est là pour faire quelque chose de bien autour de Pascal et autour de choses admises. On passe au grand 2, on passe au grand 1 petit b, l'image comme forme de vérité extérieure. Mais faire bonne figure n'est pas seulement une stratégie, c'est aussi un idéal de tenue, de prestance. Chez Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, livre 4, l'homme vertueux est celui qui sait se tenir avec grandeur et retenue. La bonne figure ne ment pas, elle manifeste l'âme bien formée. Le paraître devient ici l'expression d'un équilibre intérieur. Il ne s'agit pas de séduire, mais de se rendre digne. Punchline, ce que nous montrons devient alors une traduction fidèle de ce que nous sommes et non un masque. Hein. On renvoie à la kalokagatia grecque, hein, le kalos kagatos, être bon et beau, hein, l'idéal d'éducation grecque. Voilà, donc c'est pas mal de commencer par les Grecs, hein. On commence par les Grecs, on développe. Là, j'ai voulu faire du Pascal parce que le moi haïssable me permettait d'être intriguant et puis de caler ça sur l'idée d'hypocrisie, ce qui n'est pas une problématique grecque énorme. Mais je trouve que dans le grand 1, sur le définitionnel, partir des Grecs, c'est toujours bien. Aristote, Platon, bon, c'est quasiment obligatoire, hein, dans vos copies pour partir et satisfaire les correcteurs qui seraient versés dans les Grecs, hein, dans l'Antiquité. N'oubliez pas, hein, philo antique, philo moderne, philo contemporaine, vous devez satisfaire tout le monde. Petite astuce encore, il y en a trop. Grand 1 petit c, l'idéal stoïcien de maîtrise de soi. Dans la perspective stoïcienne, cette exigence atteint une forme d'épure. Épictète dans le manuel, chapitres 1 et 2, enseigne que l'homme libre est celui qui maîtrise ses affects et ne se laisse pas troubler. Faire bonne figure, c'est ne pas céder au désordre des passions. Ce n'est pas hypocrisie, mais souveraineté. L'image offerte n'est pas un leurre, mais le reflet d'une liberté intérieure conquise. Faire bonne figure, dans cette tradition, devient un art d'exister avec constance malgré l'agitation du monde. Alors pour la punchline, ne dites pas dans cette tradition, parce qu'en fait, vous vous appropriez tout ça à votre propre compte. Hein. Là, c'était juste un brouillon. Bien sûr, vous dites, voilà, à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est là où vous en êtes dans votre dissertation. Et puis, vous allez avancer, vous allez évoluer, mais c'est vous, hein, c'est pas machin a dit. Ne dites pas, machin a dit ça, puis après, machin a dit ça. Vous dites, machin a dit ça, on le dit avec lui, et on comprend avec lui qu'on en est là dans notre réflexion, et après l'autre il dit ça, bah maintenant on comprend qu'on a avancé, voilà. Vous devez vous approprier toutes les pensées à disposition dans votre plan.
Ensuite, on passe au grand 2. Alors, les transitions sont pas à la fin d'une partie, mais au début des grandes parties. Et donc, on va commencer par une transition, une remise en question du côté super positif qu'on vient de dire au grand 1, et puis aussi une problématisation. On fait sans... Alors, ça veut dire concrètement, et que ce soit au bac ou en cagne ou en prépa, il faut des questions dans votre transition. Hein, la transition remet un peu en question ce qu'on vient d'affirmer. Et donc, il faut reproblématiser. C'est des moments clés que vous pouvez faire au brouillon. Mais je veux voir les points d'interrogation au grand 2 petit a au début et au grand 3 petit a au début dans vos transitions. Donc, la transition, grand 2, existence, ce que faire bonne figure implique dans la réalité. Hein, on est dans existence. Grand 2 petit a, le façonnage social des visages. Transition. Cependant, cette dignité visible, cet équilibre affiché, n'est pas sans poser problème, car dans la réalité vécue, cette image est souvent imposée, façonnée par les normes, les regards, façonnée par les normes, les regards et les usages d'une époque. Dès lors, que devient l'existence lorsqu'elle est sommée de bien figurer? Faut-il toujours paraître convenable pour exister socialement? Ou cette exigence masque-t-elle une violence symbolique plus profonde? Encore une fois, ce ne sont pas des questions auxquelles on va répondre, on n'en a rien à faire, c'est juste là pour faire joli. Nous, on sait qu'on traite l'existence de la bonne figure. Hein, comprenez bien, ne soyez pas victime de vos propres questions. C'est juste pour que le correcteur voit que vous vous prenez la tête et que vous savez poser les bonnes questions. Vous savez, c'est important, mais en méthode voyoute, vous pouvez être bête et avoir une excellente note. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... vous ne devez pas vous prendre au jeu de votre propre raisonnement. Grosse astuce que je vous donne. Votre propre raisonnement est là pour éblouir le correcteur, il n'est pas là pour vous éblouir. Et c'est important de distinguer les deux. Vous serez d'autant plus efficace à donner au correcteur ce que vous savez qu'il attend, et vous entendez les pièces tomber, hein, comme disait mon professeur Michel Pouèche en disant « Entendez les pièces qui tombent quand vous avez une bonne idée ». Mais c'est pas parce que ça vous emballe, c'est parce que vous sentez que vous emballez votre correcteur. D'où l'importance de vous entraîner toute l'année avec des professeurs, parce que vous allez comprendre leur mécanisme et vous allez comprendre ce qu'un correcteur attend. Hein. Donc variez un peu les critères, ayez plusieurs correcteurs dans la tête et c'est eux que vous devez satisfaire et certainement pas vous. Hein. L'auto-kiffage a des limites, l'auto-kiffage existe parce que vous avez fait kiffer autrui. Phrase très philosophique, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Alors on y va. Maintenant on entame notre grand 2 petit a. Dans les sociétés européennes, les manuels de civilité ont longtemps enseigné aux jeunes filles comment se tenir, parler, sourire. Alors voilà, je vous ai ressorti une petite lecture que ma maman me faisait quand j'avais 5-6 ans. Bah vous avez le droit. Vous avez le droit. Ça fait partie de mes petites références coquines, voyoutes, sachant qu'il y aura du Kant et qu'il y aura qu'il y a de l'Aristote. On peut se permettre ça. Ça parle à tout le monde et ça vous met un peu dans la position du futur prof qui aura à parler à des élèves. Il faut pas trop faire scolaire, trop faire bébé. Mais là, pour le coup, ça a un peu de la gueule, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire en mettant le pouce bleu. Alors, dans Les Malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur, l'enfant est sans cesse rappelé à l'ordre de l'apparence. Ne pas pleurer, ne pas se salir, ne pas montrer ses émotions. Faire bonne figure devient un dressage. Dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, alors là, vous choisissez. Alors, vous pouvez mettre les deux comme ça, genre énumération, c'est possible, mais il va falloir que tout ça, ça se tienne. Ou vous pouvez aussi choisir, tout dépend de votre connaissance de ces ouvrages et de comment vous allez pouvoir les exploiter. Hein. Dans Les Liaisons dangereuses de Laclos, c'est la duplicité même qui fait bonne figure. Valmont et Merteuil offrent des visages impeccables pour mieux dissimuler leur jeu pervers. Ce qui se donne à voir devient un piège. Ainsi, la bonne figure, loin d'être un choix, peut devenir un fardeau, celui de correspondre à un idéal imposé. Vous avez compris comment on est en train de pourrir la bonne figure alors qu'en grand 1, on l'a encensé. Bah ça, c'est très dialectique. Et il faut être dialectique. Nature, existence, valeur, c'est aussi quelque part un oui, non, oui, mais. Hein, vous voyez, il y a un parfum de oui, non, oui, mais, même si on sait pas trop à quoi ça correspond. On a dit du bien, on dit du mal. Hein, c'est intéressant d'être comme ça dans des oppositions, sachant que le grand 3 va nous amener vers la philosophie comme grande pacificatrice des tensions dialectiques. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là? Les liaisons dangereuses, ça fait partie des livres qui sont passe-partout. Hein. Liaisons dangereuses, des livres de Dostoïevski. Alors même si vous ne les lisez pas, et en prépa et en cagne et en ENS, évidemment que vous ne les lisez pas, les amis. Hein. Lisez pas les livres, les gars. Arrêtez. Il y a ChatGPT, les gars. ChatGPT avec abonnement. Si vous faites de la philo après le bac, bah vous prenez l'abonnement. Hein. Ça fait partie maintenant du matériel. Et puis vous ChatGPTisez tout ça. Vous apprenez à le faire. Vous avez des beaux résumés. Vous surfez. Voilà. Et évidemment, vous ne lisez aucun livre. C'est le conseil que je vous donne, parce que vous n'avez pas le temps, tout simplement. Sinon, je vous dirais, passez votre temps à lire tous les livres qu'on vous donne. Mais non, ne lisez quasiment aucun livre qu'on vous donne, mais apprenez à tout connaître des livres qu'on vous donne. Hein, c'est toute l'astuce. Alors, si vous êtes si vous êtes familier avec ce côté bluff, pour le coup, bah c'est évident ce que je vous dis. Il y en a qui, surtout ceux qui viennent, de milieux un peu plus défavorisés. Vous croyez vraiment qu'il faut lire tous les livres qu'on vous donne? Mais non, c'est une façon de faire le choix et de trier les élèves en fonction de leur résistance à une santé mentale défaillante. Encore une fois, j'insiste, c'est un scandale d'État. Je le redis. Hein, on traumatise
stigmatise tous les élèves qui sont, surtout les élèves qui sont pas taillés pour affronter ça, qui n'ont pas le bagage. Donc s'il vous plaît, ne diminuez votre charge mentale au maximum, et donc les livres qu'on vous dit de lire, bah, vous les ChatGPTisez. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait. Vous le mettez en fiche, vous l'ouvrez éventuellement à la bibliothèque pour voler 2-3 citations, avec les chapitres précis pour faire genre, évidemment. Mais vous faites style, vous ne vous encombrez pas l'esprit avec tout ça. Vous aurez toute votre vie pour lire tout ça. Vous inquiétez pas. On continue en grand 2 petit b, l'image à l'ère de la duplicité sociale. Alors là, c'est encore une référence un peu coquine, hein. Même si Laclos avant c'était pas si coquin que ça. Maintenant, on est dans la référence coquine d'un truc moderne, mais je pense que ça s'impose. Dans la société du spectacle, Guy Debord montre que nous vivons désormais dans un monde où tout se joue dans l'apparence. Ce qui est, c'est ce qui se montre. Faire bonne figure devient une stratégie de survie symbolique, mais cette visibilité est saturée de simulacres. Le visage cesse d'être une fenêtre vers l'âme. Il devient un écran, on sourit pour rassurer, on feint pour séduire, la figure devient figure de rien. Et paradoxalement, à force de bien paraître, on finit par ne plus apparaître du tout. Alors, oui, je sais, c'est pas tellement Guy Debord, bon, je l'ai mis comme ça. Pour moi, là, ce qui est dit, c'est beaucoup plus Baudrillard, hein, simulacre et simulation. Voilà, j'ai un peu mélangé le truc, mais c'est mon brouillon, hein, ça veut dire qu'au dernier moment, je dirais, Debord, je le vire, je prends Baudrillard. C'est aussi Henri Lefebvre, qui est le grand inspirateur de Guy Debord. Guy Debord, sinistre personnage, Henri Lefebvre, incroyable personnage, beaucoup plus intéressant, mais évidemment oublié des manuels, mais qui l'a inspiré, le situationnisme vient de lui, mais on va pas ouvrir ce chapitre, c'est complètement hors sujet. On continue, en tout cas là, l'idée c'est de montrer société du spectacle, quoi. L'idée c'est de montrer, on est dans, voilà, vous montrez que vous connaissez le monde d'aujourd'hui, avec une vieille référence, mais qui parle toujours aujourd'hui. Vous gardez le côté IA, deepfake et compagnie pour la conclusion. Je vous recommande pas de parler de ça dans une sous-partie, c'est tentant. Hein, les avatars, les filtres sur Instagram, évitez. Il faut un peu que votre copie soit intemporelle, et donc évitez d'être ancré dans de l'anecdotique technologique contemporain, ça vieillit vite. Par contre, en conclusion, vous allez pouvoir dire, attention, aujourd'hui, d'autant plus, il faut réfléchir à faire bonne figure. Hein. Grand 2 petit c, la relativité culturelle de la bonne figure. Alors ça c'est pas mal de montrer que vous pouvez parcourir le monde à travers des auteurs. Ça a de la gueule dans Existence de finir par voilà un tour d'horizon. Alors encore une fois toujours dialectique, conceptuel, problématisant, argumenté, mais ça peut être sympathique. Mais cette obsession de la bonne figure est-elle universelle? Dans certaines cultures comme l'explore Marcel Mauss, dans Essai sur le don chapitre 2, l'honneur ne réside pas dans la retenue, mais dans l'exubérance rituelle. L'éthique du visage n'est pas la même partout. En Chine ancienne, la notion de face, Mianzi, structure les relations sociales. Perdre la face, c'est perdre son statut. Ce qui semble être une injonction morale est en réalité une construction sociale très codée, variable, instable. Faire bonne figure n'est donc pas une vérité humaine, mais une forme parmi d'autres de l'être ensemble. Voilà, alors c'est pas le Mitsein heideggerien, d'ailleurs Heidegger est un fils de pute nazi qu'il faut virer des programmes, les amis, ça n'empêche pas de l'étudier, mais comme un nazi et pas comme un philosophe, mais on va fermer cette parenthèse douloureuse. J'ai ouvert une pétition en ligne sur change.org pour virer Heidegger des programmes de façon officielle, c'est pas la cancel culture, on fait ce qu'on veut, mais au moins l'État français ne va pas recommander un nazi comme étant un grand philosophe, mais vous faites pas avoir, et si vos profs sont heideggeriens, essayez de voir s'ils sont pas aussi d'extrême droite, tant qu'à faire, allons détecter l'obédience politique de vos profs, c'est sympa. À Paris 4, il y en avait pas mal qui étaient d'extrême droite, c'est intéressant de le savoir. Ça veut pas dire que vos copies doivent être d'extrême droite, mais on vit des temps compliqués, et un néofascisme qui monte, il est temps que ce satané Heidegger soit dans les bons rayonnages, c'est-à-dire idéologue de l'extrême droite. Gallimard, arrêtez vos conneries avec Heidegger, je sais que c'est une poule aux œufs d'or, mais arrêtez de classer Heidegger comme philosophe. Aujourd'hui on sait que c'est de l'antisémitisme d'extermination maquillé avec un jargon de l'authenticité, comme disait Adorno. Arrêtons cette mascarade, c'est la honte en France d'avoir des grandes maisons d'édition comme Gallimard qui feraient avec du nazi en faisant des philosophes. C'est insupportable. Si j'étais riche, je vous ferais un procès et vous perdriez ce procès. Hélas, je n'ai pas cet argent-là, mais vous méritez un procès Gallimard, je vous le dis, et peut-être que dans les étudiants qui regardent là, il y en a qui vont quand même un peu s'insurger sur ce putain de scandale. J'arrête là les gars, j'arrête là, mais putain j'arrête là quoi. Alors on y va. Et enfin, le grand 3, toujours avec une transition, la valeur, ce que vaut faire bonne figure. Grand 3, petit a, l'éthique kantienne de la dignité. Les amis, vous savez bien que Kant, il est quasiment obligatoire dans vos copies au niveau prépa, au niveau concours. Kant, Hegel ou Kant, mais Kant quoi les gars. Hein, Kant, voilà. Ce qui montre d'ailleurs la bêtise de cet exercice. Hein, c'est Kant, passage obligé. Kant a dit. Hein, on est dans du Kant a dit. Et c'est déplorable. Mais vous me suivrez plus tard pour qu'on réforme tout ça. Pour l'instant, il s'agit d'avoir une super note en disserte. L'éthique kantienne de la dignité. Transition. Ces analyses montrent que la bonne figure n'est ni un mensonge, ni une vérité. Elle est une construction complexe oscillant entre idéal, contrainte et ritualité. Mais faut-il s'y conformer ou résister? La véritable question devient alors éthique. Quelle valeur accorder à cette figure que nous offrons? Est-ce en y adhérant que nous devenons humains ou en la déconstruisant? Voilà, petite transition. Encore une fois, c'est du bullshit, on s'en fiche, nous on continue, mais on montre qu'on est en train de se remettre en question et que c'est très profond.
On attaque le grand 3 petit a. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, deuxième section, Kant pose que la dignité d'un être humain ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans sa capacité à se donner des lois à lui-même. Ce qui fait notre valeur, ce n'est pas l'apparence, mais l'autonomie morale. Faire bonne figure, si cela revient à obéir à des codes extérieurs, est indifférent, voire contraire à la morale. La seule bonne figure, c'est celle de la volonté bonne. La figure morale ne se montre pas, elle se pense et se veut. Voilà pourquoi on aime Kant, c'est le statu quo bourgeois, votre professeur est bourgeois, votre professeur, même s'il est marxiste, tout ce que vous voulez, il est pour le statu quo. Et donc Kant arrange tout le monde, les gars. Victor Cousin style, on y va, c'est du Kant, tu en veux. Du Kant, en voici, en voilà, n'oubliez pas. Et c'est pas mal de pas finir sur Kant, je trouve ça un peu lourd, hein, mais de faire un grand 3 petit a sur Kant, ça marche à tous les coups, c'est très facile, ça marche pour tous les sujets. Grand 3 petit b, l'exigence éthique du visage chez Lévinas. Alors, dans les sujets, il y a un peu des passages obligés. Là, quand on voit faire bonne figure, c'est un peu un passage obligé que le visage de Lévinas, ce poncif complètement délirant, hein, c'est délirant ce que dit Lévinas. Tout de même, on voit bien que maintenant les robots ont vraiment des visages humains, et c'est pas pour ça que je suis responsable des robots. Donc tout ça, ça tient pas la route, mais le professeur, le correcteur, surtout le correcteur, a appris ça par cœur et il ressort ce catéchisme. N'oubliez pas, la disserte de philo est un catéchisme. Hein. Grand 3 petit b, l'exigence éthique du visage chez Lévinas. Dans Totalité et Infini, section 4, Lévinas affirme que le visage d'autrui est le lieu même de l'éthique. Non pas parce qu'il est beau ou expressif, mais parce qu'il me regarde, m'oblige, m'invite à la responsabilité. Faire bonne figure n'est pas ici une posture sociale, mais un appel silencieux. Le visage devient le lieu de la vulnérabilité offerte et du respect inconditionnel. Ce qui se joue dans la figure, c'est l'éveil d'une exigence infinie, non la conquête d'une apparence. Voilà. Très beau. Alors, bien sûr, vous devez connaître tout ça. Hein. ENS, fac, il y a des passages obligés. Kant, Lévinas, tout ça, c'est des fiches que vous faites. Vous ChatGPTisez le truc, il vous le fera très bien. J'insiste, les amis, nous sommes en avril 2025. ChatGPT version plus vous fait parfaitement toutes les fiches dont vous avez besoin en philosophie. Je sais que ça met le métier en crise, mais c'est la réalité. Il va falloir qu'on réfléchisse à l'enseignement de la philosophie avec cette donnée qui n'est d'ailleurs qu'au début de l'avancée technologique ultérieure. J'y ai consacré mon livre, Le monde est flou, l'avenir des intelligences. Je vous le recommande. Clin d'œil, pub, auto-kiffage. Grand 3 petit c, enfin. Alors, au grand 3 petit c, on finit toujours par un hymne à la philosophie. C'est-à-dire qu'en fait, la solution au problème est toujours la philosophie. Pour plein de raisons, ça flatte votre professeur. Donc, on finit toujours par un hymne à la philosophie en grand 3 petit c. Le voici. Grand 3 petit c, la philosophie comme réponse à l'injonction de paraître. L'image que nous devons donner de nous-mêmes est rarement choisie. Elle nous est assignée, attendue, évaluée. Mais philosopher, c'est désamorcer ces figures imposées, non pour les fuir, mais pour les examiner et en faire des terrains de liberté. Dans la philosophie comme manière de vivre, Pierre Hadot montre que les anciens ne concevaient pas la pensée comme un discours, mais comme un exercice de transformation de soi. La vraie figure alors n'est pas celle qu'on affiche, mais celle qu'on forme intérieurement par la pensée. Faire bonne figure, c'est peut-être cela, oser exposer un visage pensé, non conforme, mais fidèle à une exigence. Voilà, Pierre Hadot étant une autre référence coquine, parce qu'on s'y attend pas, mais c'est vrai qu'il y a une référence aux anciens, mais c'est quelqu'un d'aujourd'hui, donc ça marche très bien. Et puis, il y a l'idée que la philosophie permet d'être sage quoi, dans la question. C'est toujours la même réponse, là aussi ça montre les limites de la dissertation de philosophie. Voilà. Alors vient après la conclusion. Hein. La conclusion, il va falloir bien sûr montrer tout le chemin qu'on a parcouru, montrer quels sont les 3 temps, hein, nature, existence, valeur, sans les nommer comme ça, que nous avons parcouru, hein, une phrase à chaque fois pour chaque grande partie. Et puis là, vous pouvez, alors non pas ouvrir, certainement pas sur des questions, mais montrer la pertinence de la question qu'on a traitée à l'aune d'aujourd'hui. Juste montrer que tout ce qu'on a fait, il faut le faire, et il faudra le continuer d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est d'autant plus crucial. Voilà. Donc, évidemment, là, bonne figure, on parle des filtres, on parle des avatars. C'est parti, mon kiki. Allons-y pour la conclusion. Soyez élégants, soyez un peu rhétorique, hein, il faut éblouir. Hein. Conclusion. Faire bonne figure ne relève pas seulement d'une politesse sociale ou d'un jeu mondain, c'est un acte chargé d'ambiguïté au croisement de la sincérité et du simulacre. Vous avez vu comme c'est bien foutu. Hein. Vous devez vraiment donner cette impression de voilà, tout est pensé, on n'a rien oublié, tout est rond, tout est gourmand, tout est redéfini à chaque fois. Voilà, c'est ça le style qu'on attend de vous. Nous avons vu combien cette exigence remonte à une tradition de maîtrise de soi, de convenance, voire de grandeur morale, héritée des sagesses antiques. Nous avons mis au jour ces multiples visages, rites d'apparence, stratégie sociale, mascarade affective, jusqu'à l'étrangeté de ces miroirs culturels qui dictent ce que doit être une belle figure. Nous comprenons que le visage est peut-être moins ce qu'on montre que ce qu'on appelle, une invitation à l'altérité, à la responsabilité, à l'éthique. Penser cela, c'est refuser les pièges du paraître comme du retrait. C'est reconnaître que faire figure ne signifie pas seulement être vu, mais aussi être lu, interprété, désiré, craint, jugé, et que, dès lors, nul ne peut y échapper.
Dans un monde devenu digital, où les filtres redessinent les visages et où les avatars nous précèdent, la pression à bien figurer atteint un nouveau seuil. Il ne s'agit plus uniquement de plaire, mais de performer, de calibrer une identité, de produire sans fin une figure qui colle aux normes changeantes d'une société algorithmique. À l'heure où même l'authenticité devient stratégie, philosopher sur la bonne figure, c'est résister. Alors ça, les professeurs adorent, hein, finir par la résistance en philosophie, c'est génial. Résister à l'effacement, à la standardisation, au diktat de la photogénie morale. Jolie la formule, hein? Et c'est là, dans cette tension entre l'écran et le visage, que la philosophie devient urgente. Car penser notre apparence, c'est aussi réapprendre à exister autrement. Non pas fuir les figures, mais en faire des lieux de vérité. Bingo! 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 Voilà, si vous faites ça en développant bien, ça vaut la meilleure note du paquet de copies de votre correcteur. Et c'est le but de la méthode Voyout, les amis. Non pas être bon, mais être le meilleur du paquet de copies de son correcteur en voyoutant, mais aussi en philosophant vraiment avec élégance, irrévérence et humanisme. Voilà, vous vous abonnez bien sûr. J'officie sur TikTok avec des lives. Alors je sais que vous avez peut-être pas TikTok, mais franchement, ayez-le pour moi parce que ça balance en termes de méthodologie. Et puis vous pouvez aussi lire mon dernier livre paru cette année chez Albin Michel, La société de la trahison. Regardez comme c'est raccord. Comment faire confiance dans un monde où les traîtres sont rois. Voilà, programme politique, psychologique, philosophique, plus. Voilà. Mais ça sera pour les vacances. Pour l'instant, bossez comme des malades et je suis là pour vous aider. Ciao les amis, portez-vous bien, partagez la vidéo. Ciao!